BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelnaïm pour notre tour du monde des études, et puis notre bibliothécaire du jour Marjorie Adelson qui nous livrera les secrets de la richesse des millionnaires américain. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et responsable des pages livres à Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Paul Magnette aux éditions La Découverte. Ça s'appelle « L'autre moitié du monde ». Paul Magnette, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles et aussi président des socialistes belges. Et il dit la gauche a abandonné la valeur travail, l'idée de réflexion sur le travail, et du coup la droite et les libéraux se sont appropriés le sujet. Il faut absolument que la gauche se réapproprie le sujet de la valeur travail. Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est l'historique qu'il propose du XVIIIe siècle à nos jours de la valeur travail et du rapport de la gauche à la valeur travail. Jusqu'au XVIIIe siècle, il nous dit le travail c'était des heures de peine. Ouais. Puis au XVIIIe naît cette idée que dans le travail, on peut se réaliser, que c'est un lieu d'épanouissement personnel aussi. Sauf qu'à juste à ce moment-là, arrive la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, c'est on enchaîne les heures de travail, mal payées, dans des conditions de travail difficiles, la subordination au patron qui décide de ce que vous avez à faire ou pas. Et donc la gauche va commencer à s'approprier au cours du 19e siècle le travail en disant il faut des meilleures conditions de travail, il faut lutter contre le travail des enfants, il ne faut pas servir l'homme à la machine en permanence, il faut trouver un équilibre entre le travail et le capital. Bref, la gauche va prendre ce thème-là. Marx, Lafargue, son gendre vont y revenir. Lafargue va dire attention, le travail, ok, mais ne passons pas notre vie, ne perdons pas notre vie à la gagner, le droit à la paresse. C'est ça son fameux bouquin, c'est pas le droit de rien faire, c'est attention que le travail ne remplisse pas toutes nos vies. Jaurès va aussi reprendre le thème. Alors lui, il va se battre pour les conditions de travail, pour la réduction du temps de travail aussi, pour dire attendez, pas que le travail nous mange toute notre vie, et puis il faut augmenter les salaires, il faut que le travail soit un peu plus... mais on reste, nous dit Magnette, dans un monde qui est quand même très productiviste. Et Taylor aux États-Unis va développer le productivisme. On va avoir le taylorisme rouge de l'autre côté, avec le stakhanovisme, parce que l'URSS va dire qu'il faut qu'on fasse des gains de productivité aussi forts que les Américains si on veut contrer l'économie américaine. Il va falloir attendre 68 pour qu'on commence à parler du travail en miettes, les conditions de travail, la pénibilité, il faut qu'on améliore tout ça. Sauf qu'arrive la crise des années 70. Et la crise des années 70, les syndicats à la gauche vont dire les conditions de travail, non, on va essayer de sauver l'emploi. D'abord, la pénibilité du travail, on ne va pas essayer de la supprimer, on va dire OK, il y a de la pénibilité, mais il faut la rémunérer. Donc la gauche va abandonner complètement le combat sur les conditions de travail et le sens du travail. La droite et les libéraux vont se le réapproprier. Les libéraux en disant mais le sens du travail, c'est le mérite individuel, c'est la flexibilité, c'est l'adaptation, c'est ça le travail. Et puis la droite va dire la valeur travail, c'est travailler plus pour gagner plus. Et donc Magnette dit on a abandonné ce thème-là, il faut que la gauche se le récupère. Deux axes, le lien dans le travail, il faut se battre pour améliorer les conditions de travail. On a vu que dans le débat sur les retraites en France l'année dernière, ce qui était sorti, c'était pourquoi les gens refusaient de reculer l'âge de la retraite. Parce qu'en France, plus qu'ailleurs, ils considèrent que leurs conditions de travail sont dégradées et la relation au travail, non plus seulement dans le travail, sur le thème, il faut se redonner du temps de vie. C'est pas forcément dire les 32 heures, mais tout au long de la vie, il faut se redonner du temps de vie. Moi, toute cette analyse historique, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le bouquin. Jean-Marc Daniel. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est la critique que vient de faire Christian. Parce que quand on parle des socialistes, normalement, on pense à l'avenir. Le socialisme, c'est l'avenir, c'est le monde de demain. Et ce que vient de nous dire Christian, c'est que ceux qui sont capables de théoriser, c'est le monde d'hier. Et c'est assez frappant, c'est que effectivement, Paul Magnette commence à dire on a abandonné la valeur travail, et il dit c'est une erreur d'ailleurs parce que il dit aussi il y a encore des gens dont le travail est pénible. L'autre moitié, le titre du livre, c'est de dire il y a une partie des gens dont le travail est pénible. Et est-ce qu'on est capable de répondre à ça? Et il dit il y a que deux choses qui font le message socialiste, c'est l'État-providence et le salariat. Et donc, j'ai trouvé ça d'une pauvreté, d'une incapacité à moderniser sa pensée, alors qu'il le dit bien, on est quand même dans une situation où normalement, le travail, il y a un passage où il dit, et ça m'a frappé ça, quand vous êtes dans une soirée, dans une réunion, la première chose que vous demandez aux gens, c'est pas où ils ont passé leurs vacances, vous leur demandez quel est votre métier. Et donc, la vie se structure encore dans le travail, dans la façon dont... Et, dit-il, donc...
nous devons, nous socialistes, récupérer cette appétence pour le travail, ce respect qu'il y a pour le travail, proposer des solutions, et tout ce qu'il dit, c'est d'augmenter les impôts et de multiplier les droits des salariés. Et donc, j'ai trouvé ça assez pauvre, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il partait avec des grandes ambitions, il fait effectivement une histoire qui est une histoire abondante, on a droit à la farine et tout ça. Il critique les gens qui les interprètent le droit à la paresse et tout ça, mais sur le fond, après, il n'y a pas grand-chose. Il est quand même maire de Charleroi. Et quand on regarde ce qu'il a fait à Charleroi, par curiosité, je suis allé voir, et rien. Quand vous regardez sur ses fiches l'actualité où il apparaît en Belgique, c'est pour avoir été celui qui a mené au sein de l'exécutif wallon, au sein de l'Assemblée de Wallonie, le combat contre le CETA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Belgique à un moment donné a bloqué le truc et ça a bloqué. Bon, ça a fini par changer. Justin Trudeau est venu à Bruxelles, puis ensuite il est venu en Wallonie. Bon. Et donc, ce que je trouve alors à la fois intéressant et désolant, c'est effectivement, face à une analyse, face à un problème, face à quelque chose dont ils considèrent que c'est le cœur même de leur conviction et de leur métier, toute cette gauche n'a plus rien à proposer. Christian ? Il y a tout un chapitre où il y a plein de mesures qui sont proposées. Hein. Donc Jean-Marc a dû il a dû sauter les pages un petit peu. Et Jean-Marc Daniel qui nous dit que l'approche historique ne sert pas à grand-chose. Là, j'ouvre les grands yeux parce qu'il passe son temps à faire ça. Donc on voit qu'il y a une petite mauvaise foi quand même dans cette critique. L'approche historique est utile chez moi, mais moi je ne suis pas le maire de Charleroi, leader du Parti socialiste belge. Donc, heureusement. Mais il y a quoi dans les propositions alors que il y a plein de choses. Il y a redonner du temps de vie. Dans redonner du temps de vie, ça veut dire qu'on va peut-être passer plus de temps quand il y a des enfants qui naissent, peut-être plus de temps en formation, peut-être on va pouvoir partir un peu plus tôt. Il faut mieux organiser le rapport entre le temps de travail et le temps de vie. Il y a des choses que moi je ne partage pas, l'indexation automatique des salaires, pour que là, il y a lutter, enfin, il y a c'est pas lutter, mais il ne le propose pas, il dit on le fait nous en Belgique. Donc, il le fait en Belgique. On le fait en Belgique et c'est plutôt une bonne mesure. Il ne le propose même pas, il n'a même pas ça à proposer. Si, c'est en place. Oui, mais il le propose pour les autres pays. Donc il y a quand même un petit peu de mauvaise foi. Je ne vais pas dire comme d'habitude dans la critique de Jean-Marc. Bon, alors Jean-Marc, les socialistes, c'est has-been, on a compris les propositions de... Est-ce que les nobles, c'est plus moderne? Eh bien justement, c'est la découverte. Attendez, je donne le nom du livre que vous avez choisi, Rester noble dans le monde des affaires, par Éric Mention-Rigaud, aux éditions Passé Composé. Quel est cet ovni, Jean-Marc Daniel? Alors l'auteur, qui est un universitaire, qui a consacré sa carrière à étudier effectivement les élites. Alors il explique bien à tout début la différence qu'il y a entre la noblesse, l'aristocratie, une élite, donc il explique. Et donc, il dit, normalement, effectivement, on considère que la révolution, plus la révolution industrielle, a effacé la noblesse, ce qu'on appelle la noblesse. Alors, il nous explique d'ailleurs que la noblesse est une notion qui présente plusieurs strates. Il y a la noblesse d'épée, la noblesse qui est issue de la période de l'Ancien Régime, il y a la noblesse de Rome, et puis il y a ce qu'on appelle dans la noblesse les tarvenus, pour ne pas dire les parvenus. Alors on dit les tarvenus. Bon. Et donc il dit la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est cette couche de population qui apparemment a disparu, n'existe pas encore et ne joue pas un rôle dans l'activité économique. Donc il va voir les gens. Il a rencontré pas loin d'une centaine de personnes, un peu moins de 100 personnes, et il leur a posé des questions sur le fait d'appartenir à la noblesse, d'être membre de l'association. Il y a une association de la noblesse française. Est-ce que ça a joué un rôle dans leur vie en tant qu'homme d'affaires, en tant que citoyen, en tant que participant au monde des affaires? Alors, il y a 3 choses que je retiens. La première, c'est qu'effectivement, il y a l'attachement à un nom. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on est noble, c'est une des caractéristiques, c'est qu'on porte un nom. Et donc, il faut faire en sorte de donner à ce nom une véritable aura. On ne peut pas se permettre de détruire ce nom-là. La deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, l'économie de la noblesse était autour de la propriété agricole. Ils avaient un château, une belle demeure avec beaucoup de terre, et ils ont su se reconvertir. Et la troisième chose qu'il met en avant, c'est que la noblesse, c'est aussi le sens de l'honneur. Et donc, d'une certaine façon, c'est une forme de garantie pour les gens qui font des affaires avec les nobles. Il y a des choses qui ne se feront pas. Il y a des choses. C'est mieux qu'une notation COFAS. Alors après, il y a des petites anecdotes. De l'utilité des anciennes élites. Il y a une utilité. Oui, il y a une utilité en ce sens qu'effectivement, ils apportent dans le monde des affaires ce sens de l'honneur et cet attachement à leur aura personnelle. Il y a une caractéristique
besoin de se réaliser par le monde des affaires. Avez-vous été sensible à cette grandeur d'âme? Fascination d'un ultralibéral pour l'ancien Christian régime m'interroge tout le temps. Enfin bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas été très sensible. Là, le livre a un gros avantage, c'est qu'il vous fait pas mal au cerveau, hein, parce que c'est vraiment très, très, très léger. On y va doucement. Et puis, il y a un prémisse quand même qui est fort, qui est de dire la noblesse, c'est quand même un groupe social qui existe. Ouais. Sauf que l'auteur, quelques pages plus loin, nous dit sur le plan démographique, il y en a quand même de moins en moins. On assiste à une forme de normalisation. S'il y a des choses particulières qui sont liées à la noblesse, on assiste quand même à une forme de normalisation. Et à la fin du livre, il va même nous dire qu'il n'y a plus du tout de conscience de classe de la nobilité. Donc, elle existe, c'est le prémisse, mais en fait, elle n'existe pas, c'est dans le bouquin. Bon, alors comme l'a dit Jean-Marc, il y a des valeurs particulières qui seraient attachées à la noblesse, l'éthique, la loyauté, sauf qu'il nous donne plein d'exemples de nobles qui ne se comportent pas dans les affaires du tout de manière éthique ou de manière loyale. Ah, et quand même une chose, c'est qu'ils ne sont pas en train de courir après l'argent. Ce n'est pas des parvenus qui essayent vraiment d'accumuler l'argent. Je trouve qu'à un moment donné, il nous fait une petite typologie en 3 groupes des nobles, et un des 3 groupes, c'est en gros des gens, des bling-bling qui veulent s'en mettre plein les poches, faire des mondanités, apparaître à la télé, dans toutes les boîtes à la mode. Donc, vous avez un thème, puis un autre, débrouillez-vous avec ça quand vous êtes lecteur. Il reste une chose, moi, qui m'a intéressé, c'est de dire, en fait, quand vous êtes noble, vous avez un patrimoine immatériel qui est votre nom, effectivement. Et votre nom, ça veut dire quoi? Que vous êtes dans des réseaux de gens. Tous les nobles ne sont pas riches, le souligne l'auteur, mais quand même, vous êtes dans des réseaux de gens qui sont quand même un peu aisés. Ça m'a fait penser au livre de Harry Markopolos, qui est ce financier américain qui, dès la fin des années 90, avait compris que Madoff était un escroc. Et il a travaillé pour Thierry Magon de la Villuchet, qui était donc un noble français installé aux États-Unis. Et quand il est venu à Paris avec la Villuchet, il dit, j'étais devant l'Arc de Triomphe et je voyais tous les noms de la nobilité française. J'étais impressionné parce que tous les gens qu'on allait rencontrer après pour essayer de vendre nos produits financiers, c'est exactement les mêmes noms. Donc, ce qui reste, et l'auteur le dit, quand vous êtes dans le private banking, vous essayez de fourguer des produits financiers aux nobles, enfin aux plus riches, avoir un nom noble, ça peut vous aider. Et c'est tout ce qui reste, c'est ce patrimoine immatériel qui fait que dans le private banking, vous pouvez essayer de refourguer des produits financiers. Ça tient en une page. Pour le reste des 200 et quelques pages, j'avoue que si vous avez autre chose à faire dans la vie, je crois que vous pouvez vous en passer, quoi. Bon, voilà, 2 mondes dont finalement l'un et l'autre considèrent que ce sont les mondes d'hier plus que les mondes de demain. Merci, messieurs. Eh bien, on retrouve justement, pour savoir comment vraiment faire fortune, notre bibliothécaire.